Alors la première intervention donc, est du professeur Pascal Détrose, excusez-moi, donc, qui est professeur à l'Université de Liège et qui est spécialisé en pédagogie de l'enseignement supérieur et rattaché à une unité de recherche en didactique et formation des enseignants. Vous voyez qu'on reste effectivement dans l'orbite. Alors, je voudrais juste citer deux de ces productions, il y en a énormément, de ces productions récentes, parce que ça donne une idée, surtout pour celles et ceux qui ici ne sont pas dans la recherche, je dirais, à temps plein, une idée de ce que peut être la recherche en pédagogie universitaire. Citer ces deux dernières productions en 2022, donc une dans la Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, Perception associée à l'intégration sociale, à la capacité de réussir et au soutien à l'engagement académique d'étudiants de première année dans le cadre d'un allègement de cursus à l'Université de Liège. Donc c'est pour montrer quand même la précision de l'objet. Et une deuxième production donc dans la revue Phronésis, dont on a parlé un petit peu hier, le présentiel à distance grâce à l'usage des talkie-walkie, une modalité pour créer de nouveaux environnements capacitants dans l'enseignement supérieur. Voilà. Donc voilà la recherche en pédagogie universitaire. Je trouve que c'est tout à fait révélateur et donc je vous donne la parole dès à présent. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Pour terminer la présentation, je suis aussi président de l'ADME Europe. L'ADME, c'est une association qui est centrée sur l'évaluation. Donc je le dis parce que ça fait partie du contexte qui me semble assez intéressant et notamment qui va sortir d'ici moins d'un an, on l'espère en tout cas, un MOOC sur l'évaluation. Donc voilà, c'est aussi pas de la publicité, mais une information que je vous donne par rapport à ce MOOC donc, qui a été produit par l'ensemble des membres de l'association. Et puis pour garder un peu aussi les pieds sur terre, merci beaucoup pour la présentation. Je suis aussi depuis 20 ans associé d'abord comme chercheur, comme directeur, puis maintenant comme responsable académique au SMART, qui est le système méthodologique d'aide à la réalisation de tests, et qui est une structure de l'Université de Liège qui aide les enseignants à réaliser des évaluations de qualité pour les étudiants. Je le dis parce qu'on n'est pas tant de structures que ça, il y en a une à Bologne, il y en a une au Mexique, mais on est un centre qui est vraiment dédié, financé par l'Université de Liège sur ses fonds propres pour aider à une évaluation de qualité au niveau de la structure. Je trouve que voilà, on voit beaucoup de conseillers technopédagogiques pour le moment. Eh bien, je trouve qu'avoir des conseillers docimo-pédagogiques, docimo étant la science des évaluations, la science des examens, est quelque chose qui pourrait aider, je pense, pas mal les organismes d'enseignement supérieur et les enseignants à être coachés, pour moi, dans quelque chose qui reste une zone d'ombre de notre pédagogie universitaire. Normalement, j'avais prévu, et puis le temps va jouer contre nous, de vous faire un petit clap, donc de vous faire réagir un peu avec votre GSM, etc. Mais le temps va jouer contre nous, mais je vais quand même proposer l'activité qu'on va faire à la main levée très rapidement. J'aimerais que vous réfléchissiez à un cas personnel qui s'est mal passé quand vous avez été évalué. Donc on a été évalué des dizaines de fois, vous et moi. Il y a des situations où ça s'est bien passé, des situations où ça s'est mal passé. Et j'aimerais que vous mettiez en mémoire, maintenant, une situation où ça s'est mal passé. Alors je peux vous donner, parce que je vous prête le jeu, je vais vous donner un exemple moi-même. Je suis en première année à l'université, j'arrive à l'examen oral devant des mentors de la faculté, très impressionnant, très petit dans un immense fauteuil rouge, examen oral. Et là, il m'interroge, la première question qu'il me pose, c'est « Avez-vous lu mon ouvrage ?» Lecture qui était conseillée mais non obligatoire. Alors là, déjà, je suis un peu déstabilisé. Je me dis, soit je dis la vérité, mais s'il m'interroge sur son ouvrage, je ne l'avais pas lu évidemment, s'il m'interroge sur son ouvrage, je suis mal parti, soit je lui dis non, et je suis aussi mal parti parce qu'il va avoir directement un avis négatif sur moi-même. Je venais d'une école très catholique, dans mon secondaire, donc je dis la vérité, je lui dis non monsieur, je n'ai pas lu votre ouvrage, et il me dit, vous pouvez prendre la porte, vous aurez 0. Voilà, c'est ce que j'estime être une évaluation un peu dure à vivre. J'en ai d'autres, rassurez-vous. La pire qui m'a été relatée, c'est une étudiante en médecine qui va faire un examen oral en médecine. À la fin de l'examen, le professeur lui dit « Mademoiselle, après votre examen oral, je sais que vous avez plus de cellules adipeuses que de neurones. » Donc vous voyez la violence de la chose. Oui. Chaque fois que je raconte, il y a des bouches qui s'ouvrent, effectivement. Souvent chez les filles, d'ailleurs. Je vois plutôt des petits rictus s'amuser. Chez les garçons, je pense qu'on devrait aussi réfléchir à ça, y compris dans le cadre de l'évaluation. Bref, vous avez pensé, vous avez pu vous mettre en mémoire une expérience qui s'est mal passée dans l'évaluation. Alors, qui n'a pas eu d'expérience qui lui est venue directement en mémoire ?
On a une personne, c'est classique, on a entre 5 et 10% de l'auditoire qui, quand on pense à ça, n'a rien eu de particulier. C'est intéressant parce que hop là, on peut aussi réfléchir en se disant, est-ce que quand vous vous rappelez cette expérience, vous avez encore un peu de sentiments négatifs? Enfin, c'est pas encore réglé, c'est un truc qui continue à vous énerver. Donc chez qui est-ce qu'il y a quand même encore une composante d'énervement par rapport à ça? Ouais, il y a quelques personnes, je vois des têtes qui se hochent. On est sur 25-30% de l'auditoire. Qui a déjà eu sa vie bouleversée par une évaluation qui s'est mal passée? Personne? C'est un peu plus rare, mais peut-être que si on l'avait fait avec les boîtiers de vote, les langues se seraient plus déliées. Je vous cite juste, normalement, on est quand même à 10% des gens qui disent « moi, j'ai été vraiment... ça a changé ma vie. Il y a eu quelque chose qui a changé ma vie. » Et l'expérience la plus sympathique et triste en même temps, c'est un professeur de l'Université de Liège qui est en cardiologie. C'est pas une petite discipline hein, dans une faculté de médecine, la cardiologie. Il venait de recevoir un prix aux États-Unis pour ses travaux de recherche, donc un cadre de l'Université de Liège. Et quand je pose cette question-là, il est très ému, les larmes au bord des yeux, et il dit « moi, je voulais faire la neurochirurgie ». Et encore aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait, mais je suis tombé sur un enseignant en neurochirurgie avec qui j'ai des problèmes au niveau de l'évaluation. Je trouve ça regrettable parce que, encore aujourd'hui, je pense que j'ai été fait pour ça. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce qu'on l'oublie parfois, mais un grand pouvoir, et le bic rouge vous en donne un gigantesque sur l'avenir de vos étudiants, implique de grandes responsabilités. Ça, c'est le grand philosophe Benjamin Franklin Park, l'oncle de Spider-Man, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui l'a dit dans un épisode de 2002. Alors, quand je présente ce texte à une convention de Spider-Man, ce que je n'ai jamais fait, mais je dirais que c'est Spike Lee qui avait amené l'idée en 1962 déjà dans la BD. Mais comme je suis en France et que je suis... voilà, ça vient en fait de la convention républicaine. La trace la plus ancienne, en tout cas chez les auteurs français, date de 1793 avec les représentants du peuple, et quelque part c'est ce qu'on est, hein. Nous sommes des fonctionnaires qui devons essayer d'accompagner au mieux nos étudiants, doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. Puis quand je suis aux États-Unis ou en Angleterre, je peux citer Roosevelt et Churchill, c'est une phrase qui a beaucoup circulé, mais je trouve qu'on n'y pense peut-être pas assez. On a ce pouvoir, mais ce pouvoir nous rend responsables finalement de tout ça. Et vous allez voir qu'évaluer n'est pas si simple que ça et que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse un petit peu, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors oui, beaucoup de recherches, merci encore une fois pour la présentation, beaucoup de recherches en évaluation aussi. On va faire pas un survol, mais je vais essayer quand même de rester concret, de pouvoir vous présenter l'ensemble des résultats de recherche, de X, de machin, d'avoir quelque chose qui reste audible et sympathique pour vous. Tout ça, si vous le souhaitez, est étayé par des résultats de recherche que je peux vous communiquer. Parfois, il y aura quand même quelques références, mais ce ne sera pas la norme. Évaluer, pour qu'on se mette bien d'accord, c'est quoi? C'est toujours une danse à 3 temps. Vous avez la définition de Stoffelbeam, celle de Dequetelet en 1982, celle de Romainville en 2017. Les 3 points communs dans ces 3 définitions, c'est que c'est une danse à 3 temps qui consiste à recueillir de l'information, premier temps, sur lequel on porte un jugement, deuxième temps, et qui nous amène à prendre des décisions. C'est le troisième temps. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire et ce que je suis en train de faire. Vous êtes en train de m'écouter, vous recueillez de l'information, vous avez un jugement, oh là là, si c'est parti comme ça, on va s'embêter, ou bien, ah, c'est intéressant, je vais essayer de m'engager cognitivement, qui peut mener à des décisions. Je vois quelques ordinateurs ouverts, vous pourriez tout à fait relever votre courrier électronique pendant la conférence, personne ne le saurait, c'est une décision que vous auriez prise, ou vous pourriez prendre des notes actives, ça aussi c'est une décision que vous auriez prise. Je fais exactement la même chose par rapport à vous. Je prends de l'information sur vos réactions, sur les visages tournés vers moi, sur l'écoute que vous semblez démontrer, qui va me permettre d'avoir un jugement, ça se passe plutôt bien, c'est normal, c'est au début, mais qui me permettrait de prendre des décisions en disant « Ok, on fait un petit break et je vais plutôt vous poser une question pour vous remobiliser sur ce qui est en train de se passer. » Donc l'évaluation, c'est quelque chose d'extrêmement large. En éducation, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Et surtout, et je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais je pourrais le faire s'il y a des questions dans le quart d'heure dévolu aux questions. Je vous montrerai une petite vidéo et puis je vous montrerai une étude qui montre à quel point, et sur la prise d'information, et sur le jugement, et puis j'aurai même une troisième vidéo sur la prise de décision, l'humain est pas très bon. Donc on n'est pas des très bons évaluateurs. D'accord? Je vous montrerai une dia tout à l'heure qui en fait aussi la démonstration. Pourquoi? Parce que quand on attribue un score à l'étudiant, quand on le note, il y a une part de score vrai, donc ce que l'étudiant vaut réellement, mais il y a aussi des erreurs systématiques et des erreurs aléatoires. Les erreurs systématiques, c'est les mêmes pour tout le monde.
Vous faites un examen écrit, vous posez une question sur le chapitre A, une sur le chapitre 7, et vous considérez que ces 2 réponses vont vous donner un avis sur la compétence de l'étudiant total au niveau de vos cours. C'est un peu, surtout si vous avez 15 chapitres. D'accord ? Pourtant, vous allez afférer que la note que vous avez, c'est la note qui correspond à sa compétence. Je vais y revenir. C'est une erreur. Il y a une erreur de mesure consécutive à ça, mais c'est la même pour tout le monde. Une erreur aléatoire est une erreur qui va porter uniquement sur un seul individu. Bognol, dès 1972, a montré que le score, la note qu'on va donner à une copie, dépend des copies antérieures. Si elles sont de très bon niveau et qu'on tombe sur une copie moyenne, on va avoir tendance à sous-estimer cette copie moyenne. Si elles sont d'un niveau médiocre et qu'on tombe sur cette copie moyenne, on va avoir tendance à la surestimer. Bognol a montré ça, il y a eu beaucoup d'études entre 70 et les années 2000. C'est un biais qu'il est extrêmement difficile de contrecarrer, même quand on a une grille d'évaluation, même quand on est au courant du biais, même quand on est formé. Donc voilà, il faut se rendre compte que les évaluations ne sont jamais dénuées d'erreurs. Alors, j'aime bien ce petit schéma, je trouve qu'il est parlant. Depuis que je donne des formations à l'évaluation, je l'utilise, même si je l'ai un peu agrémenté. Ce qu'on veut faire, c'est mesurer une compétence chez un étudiant. D'accord ? Donc, c'est une compétence au sens large, à savoir un acquis à la fin de formation, c'est pas la compétence selon tardif, etc., parce qu'on n'est pas tous là-dedans. Mais on veut mesurer quelque chose chez l'étudiant, on veut pouvoir statuer, certifier ou connaître, pour donner un bon feedback à l'étudiant, son niveau de compétence à un moment donné. Niveau de compétence. Pour ça, l'enseignant met en place un artefact, un examen, ou observe l'étudiant en train de travailler, ou se met derrière son épaule pendant qu'il résout une tâche. Mais la plupart du temps, en tout cas dans l'enseignement supérieur, c'est un examen qui est fait plutôt en fin de semestre ou de quadrimestre. En formation, c'est parfois plus subtil que ça. On peut vraiment regarder les étudiants travailler, les former du coup, travailler, les voir naviguer dans leur milieu authentique de travail, un stage par exemple, et pouvoir avoir un jugement là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin d'une information pour juger ça, et a priori, c'est quand même la responsabilité de l'enseignant ou du maître de stage de mettre de l'étudiant dans une situation susceptible de lui apporter une information qui lui permet de noter ou en tout cas d'avoir un jugement qui permet de prendre des décisions. L'étudiant confronté à ça donne une performance. D'accord ? Donc lui va chercher dans ses compétences et va performer au niveau de l'artefact que vous lui avez proposé. Vous, cette performance, vous allez la juger, soit en lui donnant une note ou pas, mais vous allez la juger. Et cette note, cette capacité, vous allez inférer qu'elle représente sa compétence, ce qui va vous permettre de noter l'étudiant définitivement ou de lui donner un feedback fort si l'évaluation est formative, parce que vous avez inféré que cette note reflète la compétence de l'étudiant. C'est là que commencent à se poser les problèmes, parce que ce schéma-ci, on va le voir, permet de se poser des bonnes questions par rapport à l'évaluation. Alors avant d'aborder ça, je ferai une petite différence quand même entre ce qui est, puisque la thématique c'était formation pour adultes et pédagogie universitaire, pour moi il y a une différence fondamentale sur l'évaluation entre les deux. La pédagogie universitaire, c'est des étudiants certes adultes, mais qui sont la plupart du temps, en tout cas en bachelier, dans des groupes relativement importants, qui ont eu un enseignement qui reste parfois relativement transmissif, alors que la formation pour adultes classique, en entreprise par exemple, fait plutôt appel à l'andragogie, que Knowles a défini en 1990 avec un certain nombre de critères que j'ai transformés en éléments en lien avec l'évaluation. Donc le besoin, Knowles dit à un moment donné, il y a un besoin pour les adultes de comprendre ce qui se passe au niveau de la formation, mais il y a aussi besoin de ce qui se passe au niveau de l'évaluation qu'il aurait proposée. Pourquoi cette évaluation ? Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? La particularité, on sait que Knowles insiste beaucoup pour que l'expérience de l'étudiant soit au centre des apprentissages, mais on peut aussi se dire qu'à un moment donné, cette expérience peut être au centre, ou en tout cas quelque chose d'authentique peut être au centre de l'évaluation, avec une erreur qui n'est plus considérée comme quelque chose qu'il faut corriger tout de suite, quelle grave erreur, corrige-moi ça vite, mais comme un surplus d'informations sur le processus d'apprentissage de l'étudiant qui va permettre de réguler des pratiques ou d'autoréguler des pratiques chez ce même formé. L'investissement, donc les adultes doivent se sentir impliqués, y compris peut-être dans le choix et l'organisation des dispositifs d'évaluation.
L'utilité, pardon, les adultes préfèrent être évalués sur des choses en prise directe avec leur réalité, donc faire un examen de connaissances pures après un séminaire qui visait à la fois de la connaissance et de la mise en pratique, est quelque chose qui va être plutôt mal vécu par l'adulte en formation, qui a plutôt envie d'être interrogé sur l'effet de ses connaissances, sur ce qu'il peut faire au niveau de sa pratique, les modalités d'évaluation vers des évaluations complexes du coup et plus authentiques. Je ne dis pas qu'on n'en a pas en pédagogie universitaire, en master, par exemple en médecine, ils ont des écosses, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est quelque chose de très authentique et de très complexe à mettre en place. Mais quand même, ce n'est pas la norme. Donc je crois qu'il faut vraiment pouvoir distinguer les éléments. Et puis la motivation, les adultes réagissent mieux à une motivation intrinsèque plutôt qu'à une motivation externe. Donc l'évaluation qui sert à faire en sorte que l'étudiant va quand même travailler parce que sinon il ne travaillera pas et qu'on a peur qu'il n'aborde pas suffisamment tôt la matière. Chez les adultes, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ils ne réagissent pas tellement à une évaluation externe, mais bien à une motivation, externe, mais bien à une motivation interne. Donc ça me permettait aussi de resituer ça par rapport à ce petit modèle, et dans ce petit modèle, d'arriver du coup avec les premiers problèmes qui peuvent se poser. Premièrement, la vision que l'enseignant a des compétences de l'étudiant, ce qu'il appelle compétences, la manière dont il va travailler ses compétences, n'est peut-être pas la même chose que ce que l'étudiant a comme représentation de ce que l'enseignant veut travailler comme compétences. Vous voyez ? Donc là, il y a une dialectique qui ne se fait pas nécessairement, qui ne passe pas nécessairement bien, une communication qui ne passe pas nécessairement bien entre les attentes de l'enseignant, en termes de compétences à acquérir ou de savoir-faire ou de savoir à acquérir, et ce que l'étudiant imagine dans son métier d'étudiant, de ce que l'enseignant attend de lui. Autrement dit, la question qu'il faut essayer de résoudre à ce moment-là, c'est le modèle de référence de l'enseignant est-il bien le même que le modèle de référence de l'étudiant ? Et Noiset et Caverny, un Français de 1979, ont montré que c'était rarement le cas et qu'il y avait tout un travail à faire pour échapper à des problématiques. Quelles problématiques ? En Belgique, ils ont eu la bonne idée de faire, enfin la bonne idée, c'est un peu sarcastique, de faire un examen d'entrée en médecine. On n'en avait pas avant, là ils en ont fait. Et ils ont eu la bonne idée, là aussi c'est sarcastique, de mettre un test d'empathie. Et ils ont demandé à des psychologues de réfléchir à ce que c'était l'empathie. Ma fille a passé cet examen, la première fois que cet examen a eu lieu, elle n'avait aucune idée de ce que c'était l'empathie. Elle n'avait aucune idée de ce sur quoi elle allait être interrogée. Alors moi je suis psychologue à la base, j'ai un peu contribué de loi à cet examen. Eh bien, je peux vous dire que ce qui a été mesuré n'était pas nécessairement de l'empathie au sens psychologique du terme. Pourquoi ? Parce que les gens avaient la contrainte de devoir faire une évaluation standardisée de type QCM, parce que c'était les contraintes de l'examen d'entrée, et qu'au final, ce qui était interrogé n'était pas vraiment l'empathie. Et donc le modèle de référence des gens qui ont fait les questions n'ont pas été expliqués aux étudiants, et les étudiants ont même été formés, parce que chaque université du coup a fait des petites formations rapides, vite faites sur l'empathie, ont été formés à des choses qui n'avaient rien à voir avec ce sur quoi ils ont été interrogés. Donc vous voyez qu'il y avait un hiatus là-dessus. Alors vous allez me dire c'est un exemple un petit peu spectaculaire, mais voilà, mais je vous cite un autre exemple. J'ai 2 enfants. Il y a une fille qui est vraiment très brillante parce qu'elle travaille énormément, une autre qui l'est beaucoup moins, qui profite vraiment de la vie. Je les aime toutes les deux, donc le problème n'est pas tout ça. Mais cette fille très brillante a toujours eu une motivation interne par rapport à ses études. Elle veut comprendre. Elle veut comprendre, elle veut affairer, elle veut réfléchir, l'autre veut réussir. Bon. Mais voilà, celle-là, elle veut réfléchir. Et systématiquement, quand elle fait, toujours en fin de parcours, parce que ça ne l'intéresse pas, les questions des examens antérieurs, elle a une période de crise, où elle pleure, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas ce que l'enseignant veut. Pourquoi ? Parce qu'elle a étudié pour comprendre la matière, elle a étudié pour que ça lui soit utile, elle a étudié avec des inférences et des liens qu'elle faisait avec d'autres cours, mais jamais elle a été confrontée au modèle de référence de l'enseignant qui, lui, attendait peut-être pour certains la virgule en bas de page qu'elle, évidemment, elle n'avait pas étudié parce que la connaissance pure ne l'intéressait pas, ou au contraire, attendait des liens absolument fantastiques entre les matières, alors qu'elle voulait simplement comprendre la matière qui lui était donnée. Et donc, finalement, elle a refait systématiquement tous les examens antérieurs de chacun de ses cours, non pas pour bachoter, mais simplement pour comprendre ce que l'enseignant pouvait lui vouloir en termes d'évaluation. Donc vous voyez ces 2 exemples qui vous montrent bien que le système de référence de l'enseignant n'est pas toujours le même que celui de l'étudiant qui a intérêt à essayer de les concilier un maximum.
Alors cet enseignant, avec sa vision à lui des compétences à développer chez l'étudiant, qui n'a sans doute pas suffisamment communiqué, est en train de créer un artefact, un examen, où met l'étudiant dans une situation où il sait qu'une compétence pourrait être travaillée si on est dans la formation d'adulte. Et là, je ne vais pas vous tartiner longtemps là-dessus, vous savez ce que c'est, mais on en arrive avec des problèmes de triple concordance. Est-ce que les objectifs d'apprentissage, les compétences, les learning outcomes, enfin ce qui est attendu à la fin du cours chez les étudiants, correspond bien aux méthodes de travail qui ont été mises en place, et du coup, est-ce que l'évaluation correspond bien à la fois aux activités d'apprentissage qui ont été proposées aux étudiants et aux objectifs d'apprentissage. Anderson, Biggs, Pasquini, on a écrit là-dessus un article aussi avec Nathalie Younes et Walter Tessaro sur la congruence en évaluation, qui est un concept assez proche, mais qu'on avait écrit au niveau du Covid en réintégrant une composante plus contextuelle. C'est intéressant parce que si vous réfléchissez, vous dites, oui, évidemment, j'évalue ce que j'ai enseigné, on est bien d'accord là-dessus. Sauf que parfois c'est très subtil. Un prof de philosophie qui donne cours à 200 étudiants et qui veut travailler l'argumentation chez ses étudiants, 200 étudiants, qu'est-ce qu'il va faire si c'est un bon prof? Il va expliquer d'abord ce que c'est que l'argumentation, les différents éléments qui rentrent dans l'analyse d'une argumentation, puis comme ça, un bon prof, il va montrer quelques vidéos de cinéma où il y a deux personnes en train de dialoguer, et il va les arrêter pour montrer, vous voyez, là, l'argumentation, elle est ceci, et là, vous voyez la réponse, l'argumentation, elle est cela, et puis comme c'est un très bon prof, il va même faire venir deux collègues qu'il sait en opposition sur un point de la philosophie, et il va les faire dialoguer, puis après, il va débriefer tout ça avec ses étudiants. Puis comme c'est aussi un très bon prof, il va faire à un moment donné venir 3-4 étudiants dialoguer avec lui et il arrêtera les séquences pour dire, vous voyez ce que Madame Attel vient de dire, eh bien c'est tout à fait ce que je voulais démontrer par. Et à l'examen oral, parce que lui quand même ce qu'il veut c'est que les étudiants soient capables d'argumenter, il va leur faire une petite argumentation. On se dit c'est parfait, voilà un bon enseignant qui a déjà été très loin dans tout ça. Problème de triple concordance, on demande à l'étudiant d'argumenter, donc d'être capable d'amener des arguments en lien avec des éléments théoriques qu'il a vus, etc., alors que jamais il a dû le faire précédemment. C'est une compétence d'un niveau légèrement supérieur ou massivement supérieur, à vous de vous faire un avis, sur quelque chose qui a été travaillé. Pourquoi? Parce que l'enseignant avait la contrainte du nombre. Bon enseignant. Du coup, est-ce que c'est raisonnable de vouloir vraiment apprendre l'argumentation? Donc vous voyez, la triple concordance, a priori, oui, évidemment, on évalue ce qu'on a enseigné, mais parfois c'est subtil et il faut vraiment se poser la question, est-ce que vraiment c'est le cas? Deuxième élément, toujours en lien avec cet artefact, ce questionnaire, cet examen, cette observation située que l'enseignant veut faire avec ses étudiants, c'est la validité. Donc la validité, c'est vraiment la base de la qualité en évaluation, avec la fidélité, mais dans les derniers modèles, la fidélité est inclue dans la validité. Je vous fais économie de tout ça. Bref, la question qu'on va se poser, c'est l'échantillon des informations recueillies pour prendre un jugement, et prendre du coup des décisions, c'est la définition, prise d'information, jugement, décision, mais donc l'échantillon des informations recueillies est-il suffisamment représentatif de l'ensemble des contenus importants qui ont fait l'objet d'un apprentissage, compétences, learning outcomes, tout ce que vous voulez, et aurait de ce fait pu être évalué. Donc on va parler vraiment en termes d'échantillon. Est-ce que notre échantillon sur lequel on va asseoir notre jugement est représentatif? Donc vous voyez qu'avec l'exemple de tout à l'heure où on avait un examen écrit avec deux questions, une sur le chapitre 7 et une sur le chapitre A, alors qu'il y avait 15 chapitres, est-ce qu'on est sûr que ces deux questions étaient représentatives de l'ensemble des compétences des étudiants? Je ne devrais pas vous le dire, parce que heureusement, j'ai corrigé ça dans ma vie professionnelle, mais le seul examen de stats que j'ai eu, je connaissais le chapitre A. Il y en avait 15. Je tire deux questions au hasard dans deux pots différents, et je tombe sur deux questions sur le chapitre A. Sans ça, probablement, je ne serais pas ici devant vous, je serais probablement au Cobu, j'avais échafaudé des plans pour me réorienter si je ratais ma première année de psycho. Bol monstrueux. Mais parfois, c'est l'inverse. On connaît tout sauf le chapitre 14 et on tombe sur la question du chapitre 14. Donc en Belgique, l'examen oral, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais on tire des questions. Enfin, on peut discuter longuement de tout ça. Preuve liée au contenu donc, mais preuve liée au construit aussi, au processus mental qu'on a travaillé chez les étudiants. Quand je vous donnais l'exemple de l'argumentation, ce n'était pas un problème de contenu. Bien sûr, l'argumentation, le contenu argumentation a été travaillé. Mais c'est le processus mental, ce qu'on voulait chercher chez les étudiants dans la zone d'apprentissage, qui ne colle pas avec ce qu'on évalue. Et donc là, pour la preuve liée au construit, dans le domaine de la pédagogie en tout cas, c'est un peu différent en psychométrie, c'est l'échantillon des informations recueillies pour asseoir un jugement et prendre une décision, toujours notre fameux triptyque, est-il suffisamment représentatif
récapitulatif de l'ensemble des processus mentaux principaux qui ont fait l'objet d'un apprentissage auraient de ce fait pu être évalués. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça de mettre en place un artefact de qualité, parce que, encore une fois, il y a cette contrainte de temps, on ne peut pas coincer les étudiants 3 jours pour un examen, ce n'est malheureusement pas possible, ou heureusement pas possible. Il y aura un biais de fatigue, donc vous voyez, voilà, il n'y a pas de solution optimale, mais ça vaut la peine de réfléchir à tout ça quand même. La performance. Donc l'étudiant, lui, est confronté à cet artefact, cet examen ou cette situation dans laquelle on va lui demander de réaliser un certain nombre de choses et il va produire une performance. On a longtemps cru qu'il avait un lien direct entre la compétence de l'étudiant et la performance qu'il est capable de mettre en place pour un examen. Alors bien sûr, on s'est dit, oh, il y a peut-être quand même un effet de fatigue, hein. On voit que les examens en première session, en début de session sont mieux réussis que les examens en fin de session, donc il doit y avoir quand même un peu de fatigue là derrière. Le stress de l'examen, on sait aussi qu'on peut bien connaître sa matière et avoir cette espèce de trou noir pendant l'examen. Certains d'entre vous ont peut-être connu ça, mais quand même, le lien entre performance et compétence, on a le sentiment qu'il est relativement robuste. Alors, je vous propose une recherche de Hugues Brunet et Montel en 2001. Ceci s'appelle la figure de Ray. C'est une figure qu'on utilise parfois dans le domaine psychocognitif. Mais ils ont réutilisé cette figure, en fait, en la proposant à des étudiants. 2 groupes d'étudiants en tout point pareil, donc 2 étudiants avec les mêmes types de compétences, enfin, bon, aléatoirement séparés dans un grand... Voilà, donc pas de problème avec ça. Ils proposent cette figure avec le groupe A, ils leur disent c'est une tâche de mathématiques. Donc c'est une tâche de géométrie, et je vais vous proposer d'observer cette figure pendant 5 minutes, et puis vous aurez 5 minutes pour la reproduire. Et dans le groupe B, en tout point égal au groupe A, ils disent voilà une tâche de dessin, puis ils ont fait une modification plus tard avec une tâche de mémoire, mais ils disent c'est une tâche de dessin, vous observez ça 5 minutes, puis vous dessinez la figure pendant 5 minutes. Et puis ils ont noté tout ça. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que les élèves en réussite, donc ils ont regardé le profil des élèves qui étaient dans le groupe A et dans le groupe B. Les élèves en réussite, quand on leur présente ça sous une tâche de géométrie, eh ben, ils savent qu'ils sont plutôt bons dans les tâches scolaires, ils sont plutôt bons en mathématiques par exemple, donc ils vont surperformer un petit peu. C'est l'histogramme de gauche. Les élèves qui sont en échec, eux, oh là là, zut, des mathématiques, de la géométrie, je déteste ça, et ils vont sous-performer un petit peu. Quand cette tâche est identique, hein, regardez une figure et la retranscrire, c'est juste la consigne qui change. Quand cette tâche est une tâche de dessin, ben, vous voyez qu'il y a un peu moins de performance des élèves en réussite, ils sont peut-être pas tous bons et à l'aise avec le dessin, et par contre, on voit que les élèves en échec, eux, on sort du cadre un peu scolaire de la note, et du coup, ils surperforment par rapport à ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma, outre que l'étude est en elle-même intéressante, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un contexte de traitement. Alors, j'ai déjà parlé de la fatigue, du stress, ben voilà autre chose, les stéréotypes qu'on a par rapport à soi-même. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout ça a été un peu retravaillé par Nicole en 2020, dans le cadre du feedback interne. Alors je reviendrai peut-être, si j'ai le temps, je ne crois pas que j'aurai le temps sur le feedback interne tout à l'heure, mais ce que je vous propose en tout cas, c'est de regarder ce que lui met justement dans cette réinterprétation que l'élève peut avoir de tâches qui lui sont demandées et qui vont inférer sur sa performance. Donc ici, vous avez l'enseignant qui propose une tâche, et puis vous voyez que cette tâche, elle est reconfigurée par l'étudiant qui va se donner des buts par rapport à cette tâche, des objectifs par rapport à cette tâche, qui va mettre en place une tactique et une stratégie pour y répondre. Ça va lui donner un produit interne qui va externaliser à travers une tâche ou une performance. C'est y compris le cas dans les QCM. Enfin, je veux dire, parce que là, on a l'impression que c'est des tâches très complexes, mais même dans le QCM, l'étudiant va se dire « Oh là là, ben voilà, c'est plus ou moins un, donc je vais essayer de répondre à 60% des questions en étant sûr de moi, parce que... » Donc, il y a quand même toute une restratégie, une reconfiguration de la tâche qui est proposée par l'étudiant, et qui dépend de quoi? Et c'est ça qui est intéressant, qui dépend de son sentiment, de son feeling, du rapport qu'il a à cette tâche. Il aime les QCM, il n'aime pas les QCM, il s'est déjà fait piéger, mais si c'est une tâche complexe, c'est la même chose. Il aime travailler en groupe, il n'aime pas travailler en groupe, etc. L'intuition à propos de sa propre performance et de la performance du coup du groupe si c'est une tâche de groupe, des critères internes qui sont internes chez lui et les connaissances antérieures qu'il a par rapport à cette tâche. Donc parfois on est très perturbé parce qu'on pose une question et puis on voit que l'étudiant, y compris à l'écrit, répond un peu à côté. Alors on est très embêté parce que nous on a notre grille d'évaluation, on voit que l'étudiant sait des choses et qu'il sait même des choses, il fallait aller les chercher mais que ça ne répond pas à la question. Ben, c'est parce que l'étudiant fait une reconfiguration de cette question.
ou que vous n'avez pas été suffisamment clair. Mais moins vous êtes clair, plus la possibilité de reconfigurer existe chez vos étudiants. Donc vous voyez, si on revient avec sujet qui est compétent et la performance est le strict miroir de la compétence, même si votre artefact est tout à fait valide d'un point de vue contenu et construit, autrement dit qu'il englobe, qui gouffre bien toute la matière qui a été vue au cours, eh bien on n'en est même pas encore sûr parce qu'il y a une reconfiguration qui est faite par l'étudiant qui va peut-être l'empêcher d'exprimer la compétence que vous attendiez. Ça va toujours ? Parfait. Je vous ai pas lu. Je vous demande, ça va toujours. C'est une manière, à un moment donné, j'étais un peu dans mon texte, un peu dans ma réflexion, j'ai plus pu voir vos regards, je m'arrête, je me dis, prise d'information, est-ce que ça va toujours ? Jugement, ça a l'air, il y a quand même eu plus de ça que de ça. Donc je continue. Sur le score, je vous avais dit que l'humain était un piètre évaluateur. Cette étude d'Agazzi le démontre, elle est un peu ancienne. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous montrer une étude plus récente de Leclerc et Hubert qui arrive à des résultats moins forts, mais quand même inquiétants pour nos étudiants. Agazzi donc, propose en 1967 100 copies à 6 correcteurs. 6 correcteurs qui sont des enseignants disciplinaires. Il y a des 100 copies de version latine qui sont données à 100 profs de latin, 100 copies de proposition français qui sont données à 100 profs de français, etc., etc. Et il ne va pas s'intéresser à un problème de fidélité interjuge, donc de cohérence entre divers juges. Il ne va pas s'intéresser à des différences d'1 ou 2 points entre 18 et 17 sur 20. Tout ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le seuil de réussite. Donc la question qu'il pose, c'est pour combien de copies sur les 100 ? Est-ce que les 6 correcteurs sont d'accord entre eux, ça mérite un échec ? Pour combien de copies sur les 100 ? Est-ce que les 6 correcteurs sont d'accord entre eux, ça mérite une réussite ? Et sur combien de copies pour les 100 ? Les 6 correcteurs sont d'accord entre eux, ne sont pas d'accord entre eux. Certains prennent pour une réussite, d'autres pour un échec. Prenons les mathématiques. Les mathématiques, si vous êtes prof de maths, c'est là où on a les schèmes les plus faciles au niveau de la correction. A plus A, c'est 2, il ne faut pas se tortiller. Certes, c'est caricatural, mais grosso modo, on a des schèmes de correction qui sont beaucoup plus précis en mathématiques que, par exemple, en philosophie. Et ça se voit, parce que quand on donne 100 copies de mathématiques à des profs de maths, pour 4% des copies, ils sont d'accord entre eux, c'est une note insuffisante. Pour 20% des copies, ils sont d'accord entre eux, c'est une note suffisante. Mais pour 36% des copies, il y en a au moins un qui n'est pas d'accord avec ses collègues sur la réussite ou l'échec des étudiants. 36% des copies, c'est quand même 1 sur 3 sur la réussite ou l'échec des étudiants. En philosophie, là, on a des schèmes de correction qui sont moins bien construits. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que les 6 correcteurs sont d'accord, ça mérite un échec pour 9% des copies. Les 6 correcteurs sont d'accord, ça mérite une réussite pour 10% des copies. Et il y a un avis discordant d'un évaluateur par rapport aux autres sur 81% des copies. Donc 4 copies sur 5, la réussite ou l'échec dépend du correcteur, ce qui a fait dire à Agazzi une phrase qui est restée relativement célèbre, c'est, dans le domaine de la philosophie, la réussite ou l'échec de l'étudiant tient plus au correcteur qui va corriger la copie qu'à la compétence de l'étudiant. Ce qui fait un tout petit peu froid dans le dos quand même, mais ce qu'on peut comprendre évidemment, et comprendre notamment avec un petit schéma qui n'est pas encore publié, sur lequel on est en train de réfléchir avec mon équipe, sur cette difficulté en fait à noter dans l'enseignement supérieur essentiellement des copies d'étudiants. La plupart des enseignants, quand ils font un examen, ont un référentiel vague implicite. Ils posent une question, ils sont capables d'y répondre, c'est des profs quand même du NIF, mais ils n'ont pas vraiment formalisé nécessairement la réponse qu'ils attendent. Parfois, ils l'ont formalisé, c'est pour ça qu'il y a des petits Poitiers, parfois c'est fait. Quand on travaille avec eux, on les pousse à le faire, c'est les grilles d'évaluation qu'ils peuvent mettre en place par rapport à ça. C'est au moins formaliser les critères sur lesquels ils veulent corriger les étudiants. Donc là, ça devient un référentiel qui n'est plus vague et implicite, mais qui devient plus fort et plus explicite, mais quel que soit le référentiel, même s'il est vague, même s'il est fort, Lucie Mottier-Lopez a montré très clairement dans ses études qu'il y a finalement un référentiel transformé. On va transiger un peu avec la grille en fonction d'un certain nombre d'éléments. Si tous les étudiants ratent, on va peut-être alléger notre sévérité. S'ils réussissent tous, on va peut-être rendre notre correction un peu plus sévère. C'est la fameuse loi de Posthumus. Donc il y a une reconfiguration, une transformation du référentiel, une appropriation chez l'enseignant du référentiel transformé, même quand la norme est externe, même quand ce n'est pas lui qui a imposé ce référentiel. Ici, en enseignement universitaire, la plupart du temps, en tout cas en Belgique, l'enseignant donne le cours sur la matière qu'il veut, peu de contrôle là-dessus, et il évalue ce qu'il veut aussi.
Donc la norme, elle est bien chez lui, et c'est bien lui qui va travailler son référentiel. Mais malgré ça, il va peut-être transiger tout au long des corrections. Ce qui va donner lieu à une forme d'interprétation au final, qui va être contrebalancée par des connaissances, des croyances, des dispositions dans le domaine de l'évaluation qu'il a, et par exemple les normes adjonctives perçues. C'est quoi la moyenne des étudiants qui doivent réussir mon cours? On a tous une équation personnelle par rapport à ça. La preuve, on se dit « Ah, ils ont bien réussi cette année !» C'est-à-dire ils ont un peu supplanté la moyenne qu'on s'était donnée, ou alors ils ont vraiment raté beaucoup cette année. Ils ont un peu été en dessous de la moyenne. On a des normes, mais elles sont implicites en fait. Personne ne nous dit à l'université c'est raisonnable de faire réussir 60% des étudiants. C'est vous qui fixez ces normes-là. Alors souvent, avec le mythe de la courbe de Gauss, c'est bien normal qu'il y ait des très forts, des très faibles, et puis un gros magma au milieu. Mais en tant que pédagogue, nous, on aime bien la courbe en J. Ça veut dire qu'on a pris les étudiants là où ils étaient, on leur a appris des choses qu'ils ont retenues, on a été un bon enseignant, le groupe a bien réagi, ils ont bien appris, et du coup, ils ont tous passé le seuil qu'on avait fixé au début du cours. C'est quand même l'idéal pour nous, la courbe en J. Mais il y a cette loi de Gauss, etc., etc. Il y a des valeurs personnelles de l'enseignant aussi qui transigent là-dessus. Ouais, moi, je suis homme aux fleurs. Ouais, moi, les étudiants, il y en a 3 au premier bac, en premier bachelier. En deuxième bachelier, je veux qu'on aille. Moi, je suis homme aux fleurs. Et j'aime ça. Moi, parce que mes collègues, ils le font pas. Moi, je le fais. Moi, j'ose le faire. Vous voyez, c'est des valeurs personnelles. Donc, vous dire, oh là là, les pauvres chouchous, ils ont déjà suffisamment de cours. Est-ce que vous avez vu tout ce qu'on leur demande? Moi, je suis plutôt... Enfin, si j'hésite, ce sera plutôt vers la réussite. Et puis, on a des croyances disciplinaires aussi. Il y a des erreurs qui sont rédhibitoires, l'autre qu'on peut laisser passer, etc., etc. Et tout ça est influencé par ce que nous sommes, notamment notre expérience passée, notre état transitoire, notre fatigue, notre colère, nos émotions. Tout ça est démontré dans la littérature. Un jour, j'ai fait une petite enquête et j'ai proposé à mes enseignants de répondre à une question. Est-ce que lorsque vous avez un examen oral, donc on est en face avec l'étudiant qui répond à une question, si un étudiant est bloqué, vous l'aidez? À un moment donné, l'étudiant est là, il ne sait rien vous dire, est-ce que vous l'aidez? Je m'attendais à ce que les enseignants disent oui ou non. Eh bien, 65% des étudiants disent ça dépend. Et moi, j'avais envie de dire, mais ça dépend de quoi? Alors, ça peut dépendre, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ça dépend. Hein. Ça peut dépendre, si c'est en début, on voit qu'il est stressé, je vais le mettre à l'aise. Ça, c'est une bonne raison. D'accord? Mais si l'étudiant n'a rien compris et qu'on décide de lui faire un cours parce qu'on est de bonne humeur et que l'étudiante est plutôt jolie, enfin, que sais-je, c'est quand même très, très problématique. C'est quand même très, très problématique. Alors, c'est pas grave. J'ai une deuxième question lors de cette enquête. Et quand vous avez aidé l'étudiant, est-ce que vous en avez tenu compte dans les points? C'est-à-dire en mettant une pénalité ou pas? Là aussi, je m'attendais à du oui, du non. 65%, ça dépend. Caramba. Mais ça dépend de quoi, de nouveau? D'accord? Donc, ça montre bien que on a des difficultés, on a même, quand on a des référentiels fort explicites, on a une reconfiguration de ces référentiels, et donc ça montre bien toutes les difficultés qui se posent, et ces difficultés se posent quand il y a des dilemmes, quand on ne sait pas trop, quand l'étudiant a montré vraiment beaucoup de compétences pour une question, mais pas du tout pour une autre, quand on est sur une copie un peu borderline. Alors moi, ce que je fais, les copies qui ont entre 8 et 12, parce que c'est quand même là-dessus que ça se joue, alors après, il y a des étudiants qui veulent 16 et qui trouvent que ça se joue entre le 16 et le 18, hein, mais... Entre 8 et 12, je recorrige systématiquement pour être sûr que mon équation, sur un temps réduit, soit la bonne par rapport à ça. Ça me semble être une mesure d'équité classique. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça d'attribuer une note, et c'est encore plus difficile, évidemment, quand on n'a pas l'artefact, quand on n'a pas mis en place un dispositif d'évaluation, mais quand on est sur de l'observation d'un étudiant qui est par exemple en stage et qu'on doit l'évaluer à la fin, avec une grille qui reste parfois floue, avec des tâches qui ne correspondent pas tout à fait à ce qui aurait permis à la compétence d'émerger. Vous voyez que tout ça est très compliqué. Donc si on revient sur ce schéma-ci, vous voyez que tout ça, l'évaluation est quelque chose de bien compliqué, que tout ça nous pose pas mal de problèmes, et que finalement, quelle est vraiment la valeur de l'inférence qu'on veut faire à partir de la note, ou à partir de l'observation qu'on a faite, pour en déduire la compétence de l'étudiant. C'est quelque chose de difficile, et encore là, c'est le bon mécanisme. Quand je disais tout à l'heure que cet enseignant de médecine disait à la fille après un examen oral, vous avez plus de cellules adipeuses que de neurones, il n'est pas en train d'évaluer la production de la dame en question. Il la juge elle. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. On n'est pas là pour juger les personnes, mais bien leur performance, qui est, on espère, est le plus possible corrélée à leurs compétences. Avec tout ce que je viens de dire, on n'en est plus trop sûr, mais on espère quand même qu'on va y arriver, qui nous permet de prendre des décisions. J'avais proposé que vous reveniez sur votre cas personnel, mais il reste 5 grosses minutes, donc je ne vais pas le faire, mais ça vaudrait la peine que vous disiez à un moment donné, sur le cas que moi,
j'avais qui s'est mal passé, où est-ce que ça s'est joué, où sont les problèmes qui se sont passés, on pourrait faire ça après. Et j'arrive quand même très rapidement sur un modèle qu'on a construit et qui permet d'essayer d'améliorer la qualité d'évaluation en enseignement supérieur. C'est le modèle Moscodi, il a été publié dans la revue EJREF, évalué journal, enfin EJREF, vous tapez E, et puis JIREF, G-I-R-E-F, et vous les allez la voir, c'est la revue de l'ADME, et dans le cadre du numéro spécial Covid, on a publié ce modèle Moscodi, moi, Laura Mallet et Vincent Crey, qui travaillent donc au SMART. Tout part d'une réflexion qui devrait se poser là tout au-dessus sur le référentiel d'évaluation. Les enseignants ont une matière qu'ils veulent communiquer aux étudiants à l'université, ça ils l'ont. Ils ont des slides, ils ont parfois des syllabus, ils n'ont pas de référentiel d'évaluation. Un référentiel d'évaluation, ça se construit. D'accord ? Un référentiel d'évaluation, c'est quoi ? C'est une table, dans l'enseignement supérieur, ça ressemble souvent à une table de spécification, dans laquelle on va lister l'ensemble des points qui ont été abordés au cours. C'est la colonne ici, dans un cours de biologie, qu'on va pouvoir classer en chapitres et en sous-chapitres. On va essayer d'avoir des éléments de niveau de performance qu'on veut voir attachés chez nos étudiants. Est-ce que, pour faire référence à Bloom, par exemple, c'est de la connaissance, de la compréhension, de l'application, etc., qui a été travaillé pendant notre cours. Et là, au milieu de tout ça, on met des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important à évaluer dans tout ça? Et dans l'enseignement supérieur, ce que je dis souvent aux profs avec lesquels je travaille, il y a deux moyens qui vous permettent de fixer la priorité. C'est est-ce que l'étudiant va réutiliser ça dans son parcours scolaire? Et est-ce que l'étudiant va utiliser ça dans sa vie professionnelle? Si la réponse à ces deux questions est non, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le voir, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'évaluer, mais c'est peut-être une raison de mettre une priorité un peu moins forte sur cet item-là, enfin sur ces croisements-là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir par rapport à des éléments plus importants que l'étudiant va devoir remobiliser, soit dans sa vie d'étudiant, soit dans sa vie professionnelle. Et donc le but, c'est de travailler cet alignement pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure et de faire en sorte que l'artefact colle le plus possible aux compétences qu'on veut réellement évaluer. Voilà une table de spécification, une autre, que vous ne savez de toute façon pas lire, mais dans laquelle je vous montre qu'il n'y a pas que des éléments de l'ordre cognitif, il y avait des taxonomies du savoir-faire et du savoir-être qu'on a mis dans ce référentiel de formation qui visait le métier de shampooineur dans un salon de coiffure. Donc vous voyez que ça, on revient sur un élément de formation. Ensuite, il faut travailler sur les valeurs et les finalités de l'évaluation. Est-ce qu'on veut faire des évaluations formatives, formatrices, certificatives, axées sur de la mesure ou une évaluation émancipatrice? Je vous laisse passer, lire tout ça et je n'ai pas le temps d'affiner cet élément-là, mais c'est absolument essentiel de savoir dans quel jeu on veut jouer avec nos étudiants et la valeur qu'on veut donner à notre évaluation. Les critères de qualité vont être un petit peu différents entre une évaluation formative qui doit être très ciblée sur un des éléments sur lesquels vous avez un avis pour permettre une régulation et une évaluation certificative qui va plutôt englober l'ensemble des compétences que devrait avoir. Donc, critères de qualité, les normes de validité, de fidélité peuvent changer un tout petit peu en fonction des éléments, mais je n'ai pas trop le temps d'aborder tout ça. Mais l'enjeu de tout ça est quand même de se poser la question, quelle est la valeur que je donne à l'erreur? Est-ce que l'erreur est une horreur, donc quelque chose qu'on veut sanctionner et qui va se marquer dans les points final? Ou est-ce que l'erreur va être quelque chose sur lequel on va essayer de construire, notamment des éléments qui permettent une autorégulation ou une régulation que vous allez accompagner chez la part de vos étudiants. En gros, l'essentiel des questions à ce niveau-là se joue là-dessus, et ça peut être les deux. Ça peut être au début, l'erreur va être quelque chose qu'on veut réguler, mais à un moment donné, il faudra bien certifier, et là, du coup, l'erreur sera quelque chose qu'on va sanctionner. C'est là qu'on va concevoir l'architecture de l'évaluation. L'architecture de l'évaluation, c'est quoi? C'est le dispositif, la forme qu'il va prendre, avec de la temporalité. Comment est-ce que vous allez construire l'ensemble de votre dispositif? Vous allez peut-être mettre des évaluations formatives au début, puis une certificative, puis de nouveau des certificatives sur d'autres chapitres, puis une certificative et faire un examen final. Donc c'est cette temporalité-là qui est intéressante à mettre en place, mais aussi les modalités d'évaluation. Et là, take-home message que je vous propose de reprendre chez vous, il faut les multiplier, ces modalités d'évaluation. Le QCM a mauvaise presse, mais le QCM permet de balader l'étudiant à travers toute la matière, validité de contenu, rapidement, sur un temps limité de l'examen, et de vous faire une première perception de ses connaissances. On peut parfois avoir des questions de compréhension, d'application, c'est plus difficile, c'est possible quand on fait de bons QCM, mais en tout cas de la connaissance, ça c'est évident. Donc ne consacrez pas votre cerveau à faire des questions écrites de connaissances. L'étudiant va prendre un temps de rédaction qui va être trop long pour pouvoir vraiment couvrir toute la matière, et la machine le fait mieux que vous, cette correction.
Parce que la machine, elle ne s'embarrasse pas de toute l'équation qu'on a vue tout à l'heure. La machine, c'est faux, c'est vrai, elle gère. Donc, si vous faites du QCM, par contre, vous n'allez pas aller chercher des compétences plus élevées chez vos étudiants. La capacité de synthèse, d'analyse, ça, vous ne pourrez pas le faire. Donc, vous êtes obligé de recourir à des simulations, des écosses, des examens écrits, de développement long, etc. etc. Et bien là, ça tombe bien parce que, du coup, il faudra un peu plus de temps à l'étudiant pour faire ça. Et vous allez couvrir, du coup, à la fois la validité de contenu, parce que vous allez couvrir l'ensemble de la matière, notamment grâce au QCM, mais vous allez aussi chercher les catégories de performance les plus élevées que vous vouliez enseigner à vos étudiants. Donc là, on est sur une équation qui tient plutôt bien la route. Conception et paramétrage, vous allez mettre ça en œuvre, il va falloir réfléchir à tout un tas d'éléments, vous allez construire vos questions à ce moment-là, vous avez choisi les dispositifs avant, ici vous allez construire les questions. La table de spécification que je vous ai montré tout à l'heure va être absolument intéressante puisque vous avez les priorités, donc il faudra, là où il y a des priorités hautes, avoir une ou plusieurs questions, là où il y a des priorités basses, peut-être vous passer de questions, donc vous allez pouvoir réutiliser cette table de spécification, c'est là que vous allez rédiger des questions avec des règles de rédaction. Leclerc, déjà dans les années 70, avait 20 règles de rédaction. Nous, les profs avec qui on travaille et à qui on corrige les QCM avant qu'ils soient proposés aux étudiants, on a 30 règles de rédaction qui ne dépendent pas du contenu. Nous, on n'est pas expert contenu, qui dépendent de la forme. Là aussi, sur base d'une littérature que je pourrais vous expliquer s'il y a des questions là-dessus. C'est là qu'on va décider du barème de poids pour les QCM. C'est là qu'on va construire la grille d'évaluation pour les questions à développement long, etc. Communication vers les étudiants, absolument fondamentale. Je n'ai pas trop le temps d'aborder ça, mais le but du jeu, c'est de pouvoir expliquer aux étudiants c'est quoi finalement le type d'évaluation auquel ils vont être confrontés. Ça va diminuer leur charge cognitive et leur stress quand ils y seront réellement confrontés, et ça va faire en sorte que ce que vous attendez d'eux soit mieux expliqué que la perception qu'ils peuvent en avoir. Donc vous devez communiquer tout ça, y compris pourquoi pas la table de spécification, y compris pourquoi pas la grille d'évaluation si elle est générale. D'accord ? Ça leur permet vraiment de savoir finalement les dispositifs d'évaluation qui va leur être proposé. L'examen à blanc est un bon process qui permet en plus d'avoir pour vous, quand c'est en fin d'année, une dernière information sur ce qu'ils savent, qui permet une dernière régulation en termes d'enseignement. C'est tout à fait intéressant. La prise de données. Prise de données, c'est l'examen, c'est le moment d'observation en entreprise au niveau du stage. C'est un moment qui est évidemment extrêmement important. J'ai vu à l'université de Liège un prof répondre à son téléphone pendant l'examen et parler à sa femme. Bon, ça se fait pas trop, ça dérange l'étudiant. Alors c'est pas que c'est un problème de comportement humain, enfin on pourrait le mettre là-dessus, mais c'est surtout que l'étudiant va être déconcentré par ça. Ce que je dis souvent, enfin tout le temps à mes profs du NIF, vous voulez faire rater un étudiant en examen écrit, c'est très simple, vous vous mettez derrière lui pendant tout l'examen. L'étudiant va être plus concentré sur pourquoi ce que ce prof est derrière moi que sur sa copie. Et même chose à l'examen oral, si vous voulez faire rater un étudiant, vous regardez par la fenêtre, vous ne bougez pas, vous attendez qu'il parle. Vous ne rentrez pas en communication ou en empathie avec lui. L'étudiant va être mobilisé cognitivement sur pourquoi ce que ce prof ne me regarde pas. Parce que lui aussi, son expérience passée lui dit qu'un prof doit regarder. J'ai terminé. Jugement, décision, toujours 3 temps. Prise d'information qu'on corrige une première fois. On a un dispositif d'analyse pour voir si ça s'est bien passé, si la correction a l'air cohérente. Et éventuellement, on recorrige si on a des problèmes. C'est ce qui permet de recalibrer la grille si on a oublié des critères essentiels. Et pour le QCM, ça permet aussi de voir la qualité des questions avec un indicateur qui s'appelle la corrélation point bisérial. Je vous expliquerai si vous le voulez. Rétroaction, feedback, extrêmement important. Pas le temps d'aborder, le temps est terminé, mais je reviens sur ce petit schéma. Et vous aurez les slides, vous pourrez jeter un œil. Et cet article de Nicole de 2020 fait la synthèse de tout ça. Je vous donnerai les références aussi. Analyse qualité, tout est fini. Vous êtes en vacances. C'est le moment de réfléchir en disant qu'est-ce que je peux encore améliorer la fois prochaine et ainsi monter dans une spirale qualité. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais communiquer vers les organisateurs l'ensemble du PowerPoint, comme ça vous pourrez jeter un œil. Je vais communiquer aussi un lien qui vous donne accès aux cours que je donne au master pédagogie sur l'évaluation, dont ceci est une capsule dans laquelle on va beaucoup plus loin, notamment quand je vous ai dit s'il y a des questions on peut aller plus loin et qui va chercher plus de référents théoriques. Donc vous aurez l'ensemble de la documentation, c'est des capsules vidéo et des PowerPoint. Donc ceux qui sont vraiment intéressés par ça pourront continuer un peu de manière autonome à aller chercher l'information. Et puis mon adresse c'est p.detro, D-E-T-R-O-Z, et sentez-vous libre de me contacter en cas de besoin. Merci pour votre attention. Merci.
Bien, peut-être que vous pouvez venir vous asseoir pour une retraite un peu plus proche de nous, si je puis dire. Alors, donc, c'est le moment des questions. Donc, qui a des questions? Il y a certainement des questions, hein, franchement, sur le thème de l'évaluation, en principe, des formateurs, des enseignants. Merci pour cette présentation intéressante. On dit très souvent que pour bien évaluer une compétence, il faut qu'elle soit rédigée de manière très opérationnelle. C'est-à-dire, en fait, rédigée de telle manière à ce qu'on puisse l'évaluer avec certitude. Et si je m'en réfère aux travaux de Pernoud, la compétence, c'est une mobilisation de connaissances, de capacités et aussi d'informations, d'habileté. Vous avez parlé aussi de capacité, et la capacité d'analyser, capacité de serrer, capacité d'observer. Est-ce que ça, c'est opérationnel? Comment évaluer ça? Oui. Pernoud, Tardif ont effectivement amené cette complexité. J'ai, il y a quelques années, si vous voulez, je pouvais vous montrer le slide avec les références exactes, fait le tour de tous les gens qui parlent de l'approche par compétence et qui, à un moment donné, parlent d'évaluation. Scalon a écrit un bouquin là-dessus, Tardif a écrit un bouquin là-dessus, il y a eu des articles de Nathalie Loy et de certains collègues au Canada, il y a l'équipe de Louvain aussi écrit là-dessus. Leur conclusion, alors ils se débrouillent, hein, ils parlent de portfolio, ils parlent de cartes conceptuelles, leur conclusion générale à tous, et ils le disent tous à des moments différents, parfois en introduction, parfois en conclusion, c'est que la docimologie, la psychométrie n'est pas le bon référent pour évaluer les compétences. Et quand on leur demande, ou quand ils continuent leur discours en disant « alors c'est quoi le bon référent ?», ils disent « il reste à construire ». Je trouve que c'est, pour ma part, un peu facile. Et c'est une des raisons qui me fait être très en doute par rapport à l'approche par compétence. Pas nécessairement par la compétence. Mais l'approche par compétence, c'est le modèle pédagogique qui amène à maîtriser une compétence. Moi, je préfère beaucoup plus parler de pédagogie de l'intégration, qui va réinverser le jeu. La compétence ne s'apprend plus dans l'action, en allant chercher les ressources au moment où on en a besoin, mais les ressources dont l'étudiant a besoin peuvent être amenées de manière relativement traditionnelle. Sauf qu'on va aller plus loin, et là je suis assez d'accord avec tout ce qui a mobilisé l'approche par compétence, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on forme les étudiants à connaître des choses qu'ils sont capables de les appliquer, et que c'est notre métier aussi de leur apprendre à appliquer, à aller chercher dans les ressources diverses et variées, les agréger pour réaliser une tâche complexe, etc. Mais ça inverse la perspective parce qu'on peut former les étudiants sur du contenu, on peut leur montrer comment ce contenu se décline dans des situations simples, et puis on va aller vers le complexe, et puis vers le transdisciplinaire éventuellement, et puis vers quelque chose de beaucoup plus large, et vers à quelque chose qui ressemble à de la compétence. Mais si on fait ça, alors ça n'invalide pas tout le processus au début qui permet de revenir sur des éléments en lien avec des choses qu'on sait mesurer, pour lesquelles la docimologie, la psychométrie nous offre des solutions. Et une fois qu'on a pu valider que l'étudiant, il connaît, qu'il est capable d'appliquer dans des tâches simples, ça on peut l'évaluer, qu'il est capable d'appliquer dans des tâches plus complexes, ça on est capable d'évaluer, et donc du coup qu'il est capable d'intégrer dans une situation très complexe où il va devoir choisir les ressources à mettre en œuvre, et ça on a plus de mal, mais au moins on a pu vérifier tout ce qui était en amont, et tout ce qui est en aval, je pense, alors du coup on peut avoir un peu plus de doute sur notre capacité à évaluer, c'est pas grave, parce qu'on a des éléments plus concrets, plus stables, sur lesquels s'appuyer. C'est pour ça que je parlais de diverses modalités d'évaluation qui sont sans doute nécessaires quand on veut bien évaluer. Avec plaisir. Autre question? L'an dernier, j'ai rencontré en fait une situation où les étudiants étaient en difficulté face à une évaluation. Ils avaient différents enseignements et un seul sujet d'évaluation. Et la difficulté a été que les étudiants à la lecture de la question avaient envisagé que c'était tel prof qui avait posé la question, et donc ont répondu par rapport au cours de ce prof, sauf qu'ils se sont trompés. C'était un autre prof, en l'occurrence moi, qui avait posé la question, et ce qui fait qu'ils ont fait abstraction de la compréhension de la question, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont répondu complètement, et quand je dis « ils », c'est 90% des étudiants. À savoir, juste pour préciser la question, je leur demandais en quoi les questions d'égalité étaient importantes pour le futur.
Ils m'ont tous parlé de la Révolution française, ils m'ont fait toute l'histoire de l'égalité jusqu'à nos jours. Mais ils ne sont pas allés dans le futur, ou très peu, ou à la rigueur la toute dernière phrase de leur texte. Comment on fait ? Ça montre bien que chez l'étudiant, il y a une reconfiguration de la tâche qui est donnée. Il y a une compréhension de cette tâche qui peut diverger de celle du groupe, là en l'occurrence, ou de l'évaluateur. Quand la situation est présentée comme ça, c'est un peu tard, parce que soit on se dit « Ok, je vais les évaluer sur ce référentiel-là », mais c'est faire abstraction du fait qu'ils n'ont pas compris la question, ce qui est quand même une compétence qu'on peut attendre d'eux. Soit on évalue sur la compétence ciblée, ils sont tous en échec. Et donc, on en arrive au dilemme que j'ai énoncé tout à l'heure. Et je ne sais pas comment vous avez fait à ce stade-ci. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais j'imagine que vous avez quand même, parce qu'il faut bien donner une note, trancher ce dilemme d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est aussi le but du cycle qualité que je vous ai amené. Ce qu'il faut, c'est aussi utiliser, essayer de comprendre comment les étudiants reconfigurent leurs tâches. Et dans l'aspect communication, étape ça du cycle, arriver à leur montrer que de cette reconfiguration va dépendre la qualité de leur examen et qu'il faut parfois pas partir trop vite sur la réponse d'une question sans avoir lu la question. Et peut-être que vous, du coup, dans les consignes, la prochaine fois, vous soulignerez le futur. Donc voilà, on est souvent confronté à ce genre de difficultés. Une étudiante qui vient me trouver, elle a un 9 sur 20, elle est un peu triste, elle a répondu super bien à des questions complexes, elle a raté la définition de l'évaluation, ce que je vous ai montré. Parce qu'elle n'avait pas compris que c'est ça que j'attendais d'elle. Oui, mais quand j'ai écrit la définition de l'évaluation selon de Quetel Romainville, mais elle a dit, oui, mais si vous aviez parlé de danse à 3 temps, je les aurais cités. Puisque je dis que c'est une danse à 3 temps. Et c'est ce que j'attendais, c'était la danse à 3 temps. Sauf que, évidemment, je sais qu'ils savent tous ce que c'est que la danse à 3 temps. J'arrête pas d'en parler au cours. Alors je me suis dit, je vais faire une question super facile, bien réussie, les définitions de l'évaluation. J'ai pas dit danse à 3 temps. Elle m'en voulait. Elle n'avait pas reconfiguré la question comme je pensais qu'il l'avait fait. Mais elle n'avait pas reconfiguré non plus comme 95% de ses collègues l'avaient fait. Donc ça me permettait de dire, non, là, désolé, mais si j'attends, pose une question A, j'attends qu'on me réponde A et pas B. Mais on est toujours dans ces dilemmes, en fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été beaucoup moins exigeante par rapport à mon barème, mais en même temps, je l'ai quand même voulu le conserver parce que je voyais pas comment évaluer le passé en demandant le futur. Donc les notes étaient mauvaises, et quand je les ai rendues, je leur ai dit, écoutez, je suis toute prête à la discussion, mais avant qu'on en discute, vous allez surligner dans votre copie tout ce qui concerne le futur. Et une fois que vous aurez surligné, on prend rendez-vous et on en parle. J'ai eu personne. Oui, non, c'est cette reconfiguration. Et du coup, ça nous force à avoir des petits arrangements évaluatifs. Lucie Motti-Lopez a montré ça très clairement. On est souvent dans des petits arrangements évaluatifs. Pas très glorieux, mais qui permettent quand même de... Merci pour votre réponse. Question là aussi. Merci. Oui, je voulais savoir, quand on considère du coup le poids de l'évaluateur, finalement, est-ce qu'on peut considérer que l'auto-évaluation serait un modèle plus pertinent ? C'est la même chose pour l'évaluation par les pairs. Est-ce que les pairs seraient plus pertinents ? Moi, je pense que pour être un évaluateur, il faut des compétences. Et c'est mon credo. Et le cycle qualité fait partie des compétences. Mais avoir un jugement évaluatif demande aussi des compétences. Et donc, je pense que l'auto-évaluation est très intéressante et l'évaluation par les pairs est extrêmement intéressante, mais pas pour noter. Pas pour avoir une qualité dans la note en évaluation. Là-dessus, c'est non pertinent. Alors, l'intérêt du modèle de feedback que j'ai pas eu le temps de vous présenter sur le feedback interne, c'est que Nichols, ce qu'il dit, c'est que tout feedback est interne. Donc même si vous donnez un feedback à l'étudiant, en fait, c'est pas le feedback qui part de vous qui est intéressant, c'est ce qu'il va en faire lui au niveau interne. Et il dit, tout feedback interne est comparaison. Comparaison entre moi, ce que je pensais de ma copie et ce que le prof en pense, entre ce que mes copains me disent qu'ils ont répondu et ma copie, entre l'évaluation éventuellement par les pairs et ma copie, entre ce que je savais des éléments antérieurs. Enlever 3 points pour l'orthographe, c'est quand même vachement sévère. En plus, ça ne respecte pas la triple concordance. J'aborde pas le sujet. Mais c'est une comparaison. D'accord ? Et donc... on a besoin, l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs sont intéressants dans le cadre de cette comparaison, mais nécessitent quand même l'avis de l'enseignant qui, lui, a cette compétence évaluative. Donc non, je ne pense pas que l'évaluation par les étudiants eux-mêmes, l'auto-évaluation ou l'évaluation par les pairs, amène quelque chose en termes de qualité de la note ou de la mesure. Mais oui, c'est intéressant d'un point de vue pédagogique.
Une dernière question? Oui. Oui, j'avais une question par rapport à l'EPS en fait et par rapport à la question de l'habileté motrice et de la performance, qui est souvent une question qui est posée et qui a été travaillée de nombreuses fois et reformulée dans les programmes, en sachant que on recherche aussi de l'efficience et que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de savoir si on réutilise dans la vie quotidienne ou dans ce qui est demandé, à un moment donné, l'un est plus important ou pas que l'autre. Comment est-ce qu'on associe l'un et l'autre sans être dans une problématique d'inéquité, à la fois parce qu'on valorise plus la performance ou parce qu'on valorise plus l'habileté motrice? Et vous faites une distinction entre performance et habileté motrice? Oui, il y a toujours une différence, alors soit par rapport à un nombre de points qui est attribué, soit par rapport au fait qu'à un moment donné, on travaille plus sur l'un que sur l'autre. C'est une alternance entre finalement tout ce qui est culturel, le mouvement culturel en fait des activités physiques et sportives liées à l'associatif et à la performance, et tout ce qui est un petit peu plus stratégie liée à l'école et à la didactique. Et donc, il y a un balancement. Je n'avais pas compris EPS, maintenant je comprends mieux la question. Oui, non, si, je comprends maintenant. Mais ça dépend du référentiel que vous avez à un moment donné. Il est certain que l'habilité psychomotrice est utile, y compris surtout pour un enseignant d'EPS, parce que ça lui permet de montrer les gestes à réaliser de manière classique, etc. Mais qu'en même temps, il a besoin aussi de savoir pourquoi ces gestes sont mobilisés, comment les faire mobiliser par les deux. Donc je n'ai pas la réponse sur comment est-ce qu'il faudrait valoriser l'un et l'autre. Ce que je pense, c'est qu'ils sont valorisables, mesurables, mais sincèrement, c'est pas ma spécialité de base, je suis pas didacticien de l'EPS, mais ça me semble pas incompatible. Et votre question porte en fait, si j'ai bien compris, sur le poids qu'on donne à l'un et à l'autre. Et ça, je n'en sais rien. Je crois qu'il faut partir des objectifs de la formation, de ce que vise réellement la formation. Et en tant que pédagogue, je serais plus soucieux je donnerais un peu plus de poids sur la maîtrise de ce qu'il faut faire pour les étudiants que sur la maîtrise physique de l'étudiant. Mais il en faut. C'était plus par rapport aux élèves, parce que les étudiants, on n'est pas du tout sur la performance, on est sur effectivement l'habileté motrice. Oui, c'était plus pour les élèves. Oui, je sais pas. On en reparlera si vous voulez. C'est intéressant, mais là, j'ai pas d'idée suffisamment limpide que pour la communiquer. Bien, encore une toute petite alors. Ceci dit, ça me semble être un problème assez proche de ceux des profs de langue. On a des profs de langue où l'étudiant parle relativement bien anglais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment sur le cours sur lequel on veut se focaliser et le vocabulaire spécifique, ou est-ce que c'est sur la maîtrise plus globale? Il me semble qu'il y a quand même des éléments... on en reparle, c'est intéressant. Donc, ma question, c'est par rapport au référentiel justement d'évaluation. Et comment gérer la situation où le référentiel est donné, même en avance, et post-factum, les étudiants viennent le contester. Comment faire je vais le tourner autrement, la question. Comment faire pour que le référentiel soit accepté par les élèves, par les étudiants, pour qu'ils ne viennent pas après se dire « Ah, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut nous évaluer », en gros. Alors, j'ai utilisé deux fois le mot référentiel sans dire qu'il y avait une différence entre les deux. Donc, la première étape du cycle qualité s'appelle le référentiel, et c'est simplement voir les éléments les plus importants à évaluer. Là-dessus, on peut communiquer, on peut discuter avec les étudiants, mais grosso modo, vous êtes expert matière, donc ça ne pose pas trop de problèmes. L'autre problème, évidemment, c'est sur la manière dont vous allez évaluer les copies, le poids que vous allez donner à certains critères, et sur ces éléments-là, il peut y avoir un peu plus de discussion avec les étudiants. Tout dépend de ce que vous êtes prêt à faire et à votre espace interne de dialogue collaboratif que vous voulez bien avoir. Moi, ça ne me pose aucun problème que des étudiants viennent contester mes modalités d'évaluation, voire même mon évaluation, parce que je suis tout à fait capable soit de le justifier,
Soit, si leur avis est meilleur que le mien, de faire marche arrière et de dire ok, on va pas faire de QCM, on va faire une question ouverte là-dessus, par exemple, sur cette thématique-là. C'est la différence entre une évaluation cybernétique et systémiste. Dans l'évaluation cybernétique, vous êtes dans un domaine qui est extrêmement fermé du début à la fin. L'erreur est considérée comme quelque chose qu'il faut corriger, point final, et vous êtes sur quelque chose d'assez mécanique. C'est la chaudière de votre maison. La température est trop haute, le capteur dit la température est trop haute, vous avez l'ERCO qui se met en marche, si vous avez de l'ERCO. Si la température est trop basse, le capteur dit la température est trop basse, la chaudière monte en puissance et il commence à fermer. On est quelque chose de complètement fermé sur quelque chose de fermé. C'est tenable en bachelier sans problème, les étudiants sont formatés à avoir une certaine forme de respect, pas beaucoup de sens critique par rapport aux enseignants. En formation d'adulte, c'est pas tellement jouable. En master, ça se discute encore avec les étudiants. On compare souvent cette évaluation cybernétique à une évaluation plus systémiste. C'est Vial qui a amené la distinction entre ces deux concepts, où là, l'erreur ouvre un dialogue. Et ce dialogue peut porter, y compris sur les modalités d'évaluation, même pour les référentiels d'évaluation, même ce qui doit être enseigné. On est vraiment sur quelque chose qui est complètement ouvert. Et c'est le projet institutionnel ou le projet de formation de l'étudiant, projet institutionnel plutôt à l'université, projet de l'étudiant dans certaines formations d'adultes, qui vont décider des décisions qu'on prend par rapport au dialogue collaboratif très ouvert, pas du tout dans un contexte fermé, qui se fait avec les étudiants. Donc ça dépend de où vous êtes, dans quel contexte vous enseignez, de la capacité que vous avez ou non à jouer avec les limites que le système vous impose ou que vous imposez à vos étudiants. Moi, personnellement, mais c'est mon équation personnelle, je donne cours en master, quand les étudiants viennent me challenger là-dessus, j'adore, parce que ça veut dire qu'ils ont compris des choses par rapport à l'évaluation, ce qui est la matière que j'enseigne, et je suis tout à fait prêt à en discuter avec eux. Ça donne lieu parfois à de jolies joutes verbales, mais c'est intéressant. L'exemple que j'avais en tête, moi j'enseigne en master professeur des écoles, j'enseigne les maths. Et j'annonce la couleur, je dis, vous êtes des futurs professeurs des écoles. Si moi, étrangère, je trouve dans vos copies des maths 3 fautes de français, ça veut dire qu'il y en a 6, j'enlève un demi-point. Et systématiquement, à la fin de contrôle, il y a des étudiants qui viennent pleurer pour que je leur enlève pas ces points-là, parce que sinon, ils ratent leur semestre. Je comprends bien. Et le problème, enfin, je serais étudiant, je pourrais essayer d'ouvrir un dialogue collaboratif là-dessus, même en tant qu'expert de l'évaluation, parce que dans la triple concordance que je vous donnais tout à l'heure, vous n'avez jamais enseigné l'orthographe. Donc vous évaluez dans votre cours quelque chose qui n'a pas été enseigné. Et ça, c'est un problème qui me semble relativement évident de triple concordance. Et donc le problème n'est pas... Je comprends bien que votre raisonnement... On ne peut pas mettre sur le marché, quel qu'il soit d'ailleurs, mais surtout sur le marché éducatif, des gens qui ne peuvent pas être bons en orthographe. Mais pour moi, le problème n'est pas à régler cours par cours, il doit être réglé au niveau institutionnel. Parce que sinon, on en arrive à des situations où, effectivement, je serai étudiant, je me demanderai pourquoi, alors que les compétences que vous devez évaluer sont mathématiques, pourquoi je me fais sanctionner sur des compétences liées au français. Et en tant qu'expert de l'évaluation, je condamnerai cette triple concordance. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais pour moi, ça doit être une prise en compte collective au niveau de l'ensemble des enseignants. Si ça ne se fait pas de manière collective, et je connais bien les institutions d'enseignement supérieur, c'est pas si simple que ça, le minimum à faire, c'est d'avoir une communication très claire là-dessus. Alors je ne dis pas que vous ne l'avez pas, mais cette communication très claire doit aller, y compris jusque dans les engagements pédagogiques ou les plans de cours ou les curriculums, je ne sais pas comment on va faire, ce qui décrit le cours au début du cours, vous devez dire « et l'orthographe sera évaluée à hauteur de » maximum. Et vous devez aussi, dans ces engagements pédagogiques, voire même dans le premier cours, réorienter les étudiants qui ont une faible orthographe vers des institutions, organismes, sites web qui leur permettent d'améliorer l'orthographe. Si vous faites ça, et de manière complètement limpide, vous respectez quelque part la triple concordance, parce qu'il faut considérer que c'est un prérequis, mais ça ne suffit pas de considérer que c'est un prérequis. S'ils ne l'ont pas, vous leur donnez aussi des pistes pour qu'ils puissent aller les chercher. Bien, merci. Excusez-moi.